OK. Donc, on va commencer sous peu. Donc, je m'appelle Martin Blais, je suis co-titulaire de la chaire de recherche sur l'homophobie qui est en train de changer de nom. Donc, en fait, le changement de nom est approuvé, donc il va devenir la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, c'est notre deuxième conférence publique de ce cycle annuel qui porte sur les thérapies de conversion au Canada. Donc, on a trois intervenants. Olivier Ferlatte, Elisabeth Dromer et Florence Ashley. Donc, je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un bon timing, on va dire ainsi. Merci aussi aux personnes qui sont dans l'assistance. Merci de votre intérêt. Et donc, les deux premières personnes à intervenir vont être Olivier Ferlatte, et Elisabeth Dromer. Donc, Olivier est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, chercheur régulier au Centre de recherche en santé publique. Ses travaux de recherche sont axés sur la relation entre la stigmatisation, la marginalisation et la santé mentale. Ces travaux portent plus spécifiquement sur les facteurs sociaux qui contribuent au taux élevé de suicide, de dépression et de toxicomanie chez les minorités sexuelles et de genre. Ces travaux scientifiques sont basés sur plusieurs méthodologies, qualitatives, quantitatives, méthodologies artistiques, approches mixtes, et sont motivés par un intérêt particulier pour l'engagement communautaire et la participation des personnes touchées par les inégalités en santé en tant que partenaires de recherche. Elisabeth Dromer est candidate à la maîtrise en santé publique à la maîtrise en santé publique, oui, de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et détient un baccalauréat en psychologie de l'Université McGill. Ses intérêts de recherche portent sur la santé mentale, la santé des personnes LGBTQ+, et sur les pratiques de réorientation sexuelle ou de genre, également connues sous le nom de thérapie de conversion. Son mémoire explore le processus de guérison des personnes LGBTQ+, qui ont vécu des thérapies de conversion. Notre troisième personne à intervenir, Florence Ashley, est juriste et bioéthicienne transféminine. Il est actuellement doctorante à la faculté de droit et au Joint Center for Bioethics de l'Université de Toronto. Florence a précédemment été la première clerk ouvertement transféminine à la Cour suprême du Canada dans le cabinet de la juge Sheila Martin. Les travaux de Florence en droit et en santé trans ont été publiés dans divers journaux scientifiques, dont la University of Toronto Law Journal et le Journal of Medical Ethics et NYU Review of Law and Social Change. Donc, merci encore à tous les trois d'être là. Donc, vous allez intervenir dans cet ordre et ce sera un plaisir de vous entendre. Donc, Olivier, je te passe la parole. Merci beaucoup. J'ai un petit PowerPoint, donc je vais présenter, je vais partir ma présentation. Je voudrais premièrement remercier la chaire d'organiser cette session-ci et plus particulièrement Martin Blais pour être venu vers moi pour que je puisse présenter des nouvelles données sur les thérapies de conversion. C'est comme un bon moment pour les présenter. Si vous ne connaissez pas le sujet, mais j'imagine que vous le connaissez si vous êtes ici aujourd'hui. Le projet de loi 70 hier a été adopté, qui est le projet au niveau provincial pour bannir les thérapies de conversion, et celui fédéral, le projet de loi C6, qui veut criminaliser les thérapies de conversion, lui est encore en train de faire son cheminement à la Chambre des communes. Je vais laisser Ashley nous parler plus du côté législatif. Moi, je viens plus d'un côté santé mentale, essayer de comprendre c'est quoi les thérapies de conversion. Alors aujourd'hui, je présente au nom d'une équipe de recherche qui s'est réunie il y a environ 1 an et demi autour d'un programme de recherche sur les thérapies de conversion. Notre groupe s'est formé après une étude du comité permanent de la santé de la Chambre des communes à Ottawa, qui avait entrepris une étude sur la santé des communautés LGBTQ+, et sur la façon de réduire les inéquités en santé chez cette population-là. Le comité avait voyagé autour du Canada, rencontré plusieurs organismes, intervenants, avait reçu 44 mémoires, avait entendu 33 témoins. Et un thème qui a été quand même assez important dans cette étude-là avait été
les thérapies de conversion qui avaient été amenées par plusieurs survivants des thérapies de conversion. Et là, ils ont fait un rapport là, que vous pouvez trouver facilement en ligne, là, mais qui appelle en fait le gouvernement fédéral à légiférer dans le contexte des thérapies de conversion. Par contre, ce qu'on a remarqué, ce qui a été vraiment évident dans le contexte de cette étude-là, c'est qu'il y avait vraiment un manque flagrant de données sur les thérapies de conversion. On n'en savait pas la prévalence au Canada et on n'en savait pas non plus la nature. Et en tant que chercheur, on trouvait que c'était quand même un peu bizarre de voir qu'il y avait un phénomène dans lequel on voulait légiférer, mais qu'on n'en connaissait rien, puis qu'il y avait très peu de chercheurs au Canada qui s'en étaient préoccupés de cet enjeu-là. Donc, notre équipe s'est réunie avec un désir d'amener des nouvelles données sur les thérapies de conversion. Notre équipe, je suis un des membres chercheurs de l'équipe, mais notre équipe est dirigée et championné, je dirais, par Travis Salway de l'Université Simon Fraser, un collègue à moi avec qui j'ai collaboré pendant longtemps, aussi un très bon ami, Rod Knight de l'Université de l'Économie britannique, Dion Jessink de l'Université de Toronto. On a d'autres partenaires et une équipe formidable d'assistants de recherche qui travaillent dans différentes universités autour du Canada. Donc, on s'est vraiment lancé à essayer de définir un peu mieux et de trouver des données et de répondre aux questions qu'on se faisait demander par les personnes au niveau politique ou les décideurs. Donc, nos efforts de recherche dans la dernière année et demie on peut se résumer à plusieurs projets. On a commencé en 2019, on a tenu un dialogue sur les thérapies de conversion, dont vous pouvez trouver le rapport sur le site de CBRC ou cbrc.net, qui est disponible malheureusement juste en anglais, mais un rapport. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait réuni en une journée des décideurs, des activistes, des survivants et des chercheurs afin de décider un peu sur certaines avenues de recherche sur les thérapies de conversion au Canada. On a eu une opportunité aussi avec le sondage Sexo-Présent, qui est une étude des hommes de la diversité sexuelle qui a lieu depuis 2002, je pense, en Colombie-Britannique, et après, depuis 2010, qui est devenue une étude nationale qui arrive à peu près à chaque 2 ans. Donc, on a eu une chance en 2019-2020 d'inclure des questions sur les thérapies de conversion pour avoir un peu plus de données sur les hommes de la diversité sexuelle. Depuis janvier, entre janvier et le mois de juin, je crois, on a fait 22 entrevues avec les survivants des thérapies de conversion à travers le Canada, incluant des participants au Québec. On a suivi ces entrevues qualitatives-là avec un sondage sur les personnes touchées par les thérapies de conversion. Et par touchées, on veut dire les personnes qui ont subi une thérapie de conversion ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a subi une thérapie de conversion ou quelqu'un qui a considéré ou qui avait été poussé vers une thérapie de conversion qui n'a peut-être pas nécessairement y aller. Et on fait aussi une revue systématique en ce moment pour vraiment comprendre l'ampleur et vraiment la nature des thérapies de conversion. Comment on voit, c'est quoi les thérapies de conversion? Vous avez peut-être remarqué déjà que j'ai toujours thérapie entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'elles sont peut-être appelées, mais il n'y a vraiment rien de thérapeutique aux thérapies de conversion. Ce sont vraiment ce sont des pratiques qui essayent de faire changer l'identité sexuelle ou l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne par diverses pratiques, et j'y reviendrai. Bon, elles ont été beaucoup réfutées par les études et la science. On sait qu'on ne peut pas changer l'identité sexuelle ou le genre de quelqu'un et causent beaucoup de tort. Donc, elles n'ont aucun effet thérapeutique. Elles ont été décriées par plusieurs organisations de santé et de psychologues à travers le monde. Et comment nous, on les conçoit dans notre équipe de recherche conçoit les thérapies de conversion. C'est comme un peu le bout de la pyramide, là, le tip of the iceberg, qu'on pourrait dire. Donc, comme vous le savez, les personnes LGBT
on vit tous les jours dans une société hétérosexiste et cissexiste, une société qui privilégie l'hétérosexualité au-delà des autres orientations sexuelles et qui privilégie les personnes cisgenres. Et en tant que personne LGBTQ+, tous les jours, on fait face à divers messages négatifs qui en fait différents messages négatifs sur notre identité. Des fois, ça peut aller jusqu'à de la discrimination, de la violence. Et chacun d'entre nous a sûrement a fait face à diverses tactiques pour essayer de nous faire changer de notre orientation sexuelle ou de notre expression de genre, notre identité de genre. Et ça peut avoir différentes formes. Ça peut être un parent, par exemple, qui va demander à un enfant de se comporter d'une façon différente. Donc, chacun d'entre nous, on fait face à des pratiques qui essaient de contrôler et de nous faire dévier de notre identité vers l'hétérosexualité ou être cisgenre. Donc, les pratiques de thérapie de conversion s'inscrivent dans ces pratiques-là, mais ce sont des pratiques qui sont organisées et soutenues et souvent aussi qui sont à répétition et à long terme. Donc, mais elles s'inscrivent dans un caractère de notre société qui privilégie vraiment les identités hétérosexuelles et cisgenres. Alors, combien de Canadiens ont subi une thérapie de conversion? Ça, c'est quelque chose qu'on s'est fait beaucoup demander depuis les dernières années. Et on a très peu de données canadiennes sur les thérapies de conversion. Et en fait, quand nous, notre équipe, on s'est lancé dans les thérapies de conversion, on s'est rendu compte qu'on avait déjà demandé dans un sondage précédent une question reliée à ça. Ça avait été dans le sondage Sexo Présent 2011-2012. Et à ce moment-là, on avait demandé aux participants du sondage, est-ce que vous avez subi une thérapie de réorientation? Et bon, ce n'est pas une très bonne façon de définir les thérapies de conversion. C'est très, très précis au niveau, ça ne fait pas partie vraiment, c'est pas comme ça tout le temps que les thérapies de conversion sont définies. Et malgré cette définition un peu étroite des thérapies de conversion, on s'était rendu compte que 4 des hommes de la diversité sexuelle avaient subi une thérapie de conversion. Plus récemment, l'étude Transpose, que plusieurs d'entre vous peut-être connaissent, c'est une étude qui est pan-canadienne sur les personnes trans de 14 ans et plus. Et eux, ils ont demandé, est-ce que aux participants de cette étude-là, avez-vous subi une thérapie pour vous faire changer votre identité de genre vers une identité cisgenre? Et 11 donc une personne sur 10, avait subi une telle thérapie parmi les personnes trans au Canada. Et plus récemment, dans l'étude où on a eu la chance de pouvoir mettre des questions, dans l'étude Sexe au présent, où on a changé un peu notre définition comparativement au sondage en 2011 et 2012 pour être un peu plus précis et refléter un peu mieux la réalité de quoi ont l'air les thérapies de conversion. On a eu une réponse de 10 donc 10 et ça, c'est sur un échantillon de 9000 hommes à travers le Canada, incluant des personnes du Québec qui avaient dit avoir subi une thérapie de conversion. Donc, ça, c'est à peu près les données canadiennes qu'on a. Elles ressemblent aux données américaines, pour vous donner un exemple. Certains sondages américains vont jusqu'à 20 des personnes LGBT qui ont subi une thérapie de conversion. Une question que vous allez me dire, oui, mais les femmes, parce qu'on a des données sur les personnes trans, on a des données sur les hommes de la diversité sexuelle, mais non, on n'a aucune donnée sur les femmes. Par contre, quand on regarde les données américaines, on voit que les femmes de la diversité sexuelle ont à peu près la même prévalence d'avoir subi une thérapie de conversion que les hommes. Donc, il n'y a pas une différence marquée. On pourrait penser que c'est similaire au Canada, mais encore une fois, on n'a pas de données. Et je sais que Martin est un des chercheurs en ce moment qui pitonne sur des données au Québec de son étude SAVI. Donc, on va bientôt, grâce à SAVI, avoir au moins des données québécoises, mais on n'a toujours encore pas de données canadiennes sur les femmes de la diversité sexuelle et les thérapies de conversion. Alors, on a demandé dans nos sondages, celui de Sexe au présent 2019, qui était vraiment sur les hommes de la diversité sexuelle, et notre autre sondage,
sur les personnes touchées par les thérapies de conversion, on avait 47 personnes qui avaient subi des thérapies de conversion. Et ça incluait des femmes, des personnes trans, des personnes non-binaires, des hommes de la diversité sexuelle. On leur avait demandé où les thérapies avaient eu lieu, je dirais plutôt par qui. Et on voyait que c'était souvent par un professionnel agréé. Donc, dans 30 pour les hommes des minorités sexuelles. Dans l'autre sondage, c'était plus proche de 50 et on explique cette différence par une grande représentation des personnes trans dans le sondage, par des personnes touchées par la diversité, par les thérapies de conversion. Et on voit que souvent plus souvent les personnes trans vont avoir subi cette thérapie-là par un professionnel de la santé qui pratique là, légalement comme praticien, là, qui est licencié, là, qui fait partie d'un autre professionnel. Alors, on voyait un autre lieu ou un autre type de personnes qui pratiquaient les thérapies de conversion était un conseiller sans licence, donc quelqu'un qui s'improvise ou qui se nomme psychothérapeute ou conseiller, mais qui ne fait pas partie d'un ordre professionnel. Dans un camp, on a souvent cette image-là de thérapie de conversion à cause des films américains, donc ça venait à 8 Et là, bien sûr, il y avait différents types dans des organisations religieuses ou par un leader religieux précis, un prêtre, ou un individu qui est associé à une organisation religieuse, mais qui n'a pas un titre formel, donc qui va pratiquer ces thérapies de conversion. Et on avait autres, et dans notre dernier sondage, on avait famille ou amis. On n'est pas trop sûr qu'est-ce que ça veut dire, donc on est intéressé de voir un peu mieux ces données-là et d'étudier quelque chose qu'on pourrait utiliser dans le futur. Alors, où elles sont pratiquées? Je veux juste mettre l'emphase que c'est pratiqué partout au Canada. Et c'est parce que souvent, depuis que je travaille là-dessus, tout le monde me dit oui, au Canada anglais, mais pas au Québec. On aime ça penser qu'on est tellement différent au Québec, qu'on est tellement plus ouvert. Vous voyez, il y a une différence de 3 Bon, ce n'est pas une différence énorme. On voit que oui, les thérapies de conversion se font au Québec. Dans notre étude qualitative aussi, on avait des personnes qui avaient subi des thérapies de conversion au Québec. Et même dans notre sondage, qu'on avait fait notre sondage sur les personnes touchées par les thérapies de conversion, on leur avait demandé aussi et je n'ai pas les données sur la diapo, on leur avait demandé de nous identifier, on leur avait demandé quelle ville vous connaissez, est-ce que vous connaissez des personnes qui pratiquent des thérapies de conversion? Si oui, dans quelle ville? On ne pouvait pas demander qui pour des soucis éthiques, mais on leur demandait dans quelle ville. Il y a plusieurs villes au Québec qui avaient identifié, incluant Montréal, Québec, Trois-Rivières et d'autres villes de plus dans des milieux ruraux. Alors, de quoi ça a l'air une thérapie de conversion? Souvent, c'est des choses qu'on se fait demander. Donc, ça peut prendre vraiment différentes formes. Ça peut être, on peut demander à la personne de pratiquer un jeûne pour réduire son énergie et sa libido sexuelle. Ça peut être des séances de prière intensive. On va demander à quelqu'un de pratiquer, par exemple, ça c'était ce qui avait été rapporté par notre étude qualitative, de pratiquer leur qualité masculine. Donc, apprendre à marcher comme ce qu'on dirait un vrai gars, ou parler comme un vrai gars, ou participer à des activités dites masculines comme le football. Ça peut être à confronter ses parents. Donc, parce que souvent, on a remarqué que c'est un pattern que souvent les parents sont vus comme étant la cause ou la relation parentale comme la cause de l'identité de genre ou de l'identité sexuelle. Donc, les personnes peuvent être amenées dans la thérapie de conversion à confronter leurs parents, soit de façon réelle ou pas improviser, mais simuler, reconstituer des expériences traumatisantes. Ça peut être des groupes de discussion où les personnes vont échanger des trucs de comment ils contrôlent leur désir vers leur désir. On a eu des personnes dans notre étude qui avaient subi des exorcismes, des électrochocs, de l'hypnose. Certains se sont vus, la façon dont les thérapies de conversion ont procédé, c'était qu'on refusait carrément à cette personne-là l'accès à des soins de genre affirmatif. Donc, ça, c'était surtout pour les personnes trans qui avaient participé à notre étude. Certaines personnes ont subi ont reçu une prescription, ont eu un traitement pharmaceutique
pour supprimer leur désir sexuel. Et là, comme une psychanalyse, où certains avaient eu une psychanalyse pour les amener à comprendre pourquoi elles s'identifiaient comme gays ou transgenres. Donc, ça peut prendre vraiment différentes formes. Est-ce qu'elles sont. Et là, une autre chose que les gens nous disent souvent, c'est est-ce qu'elles sont amenées à disparaître? Oui, peut-être les thérapies de conversion, oui, peut-être dans le passé, mais plus maintenant. Récemment, des personnes qui s'opposaient au projet de loi 70 disaient oui, c'est disparu, c'était des pratiques moyenâgeuses, mais on n'a pas vraiment de données longitudinales sur les thérapies de conversion, donc on ne peut pas dire si elles sont plus présentes maintenant ou moins présentes que dans le passé. Par contre, dans l'étude sexo-présente, quand on regarde qui a subi une thérapie de conversion par tranche d'âge, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes de moins de 20 ans ont autant subi, sinon plus, une thérapie de conversion que les personnes plus âgées. Donc, si c'était une pratique qu'on verrait disparaître, on s'attendrait à ce que les jeunes de moins de 20 ans le pourcentage serait plus bas. Ici, on voit en fait que le pourcentage est plus haut. Et finalement, à quel âge commence une thérapie les gens subissent leur première thérapie de conversion ou commencent les thérapies de conversion? Parce qu'il faut comprendre aussi que la plupart des personnes, dans notre sondage, quand on demandait aux gens elle avait duré combien longtemps la thérapie de conversion, ça pouvait s'échelonner sur plusieurs années. Donc, un quart des participants, 25%, disaient que la thérapie de conversion avait duré plus d'1 an. Et ce qu'on voit que c'est sûr, la majorité, elle commence quand même assez jeune, moins de 20 ans, mais quand même à peu près un tiers des participants, un peu moins qu'un tiers, avaient commencé une thérapie de conversion après 20 ans, ce qui est assez important parce que souvent, dans la loi fédérale, on veut légiférer les thérapies de conversion seulement sur les mineurs. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose qui touche seulement aux mineurs, donc il faut aussi peut-être protéger des adultes qui seraient vulnérables aux thérapies de conversion. Et finalement, quels sont les impacts des thérapies de conversion? Il y a vraiment, s'il y a il y a quelque chose qui a été étudié beaucoup internationalement, c'est vraiment l'impact des thérapies de conversion sur les personnes de la diversité sexuelle et les personnes de la diversité de genre. Et on voit qu'il y a plusieurs études qui démontrent qu'ils ont des effets assez qui pourraient avoir des effets assez néfastes. Nous, dans notre étude, dans un article qu'on a publié dans le Canadian Journal of Psychiatry, on démontrait que les hommes de la diversité sexuelle qui avaient subi des thérapies de conversion vivaient de l'isolation sociale dans un plus grand nombre, étaient plus enclins à consommer régulièrement des drogues illicites, avoir des pensées suicidaires, ça c'est à vie, et des tentatives de suicide. Donc, on voit que ça joint toutes les études qui démontrent qu'il y a vraiment un impact assez important des thérapies de conversion sur la santé mentale et le bien-être des individus. Et il y a vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Alors, pour revenir, on se demande aussi, mais qu'est-ce qu'on fait de bord avec les thérapies de conversion? Et ça, c'était, je reviens un peu comment on avait débuté notre programme de recherche. On avait débuté par un dialogue avec des acteurs du milieu. Et il y avait comme 4 thèmes qui avaient été discutés cette journée-là. C'est important qu'on a des actions législatives et politiques. Et là, je vais laisser tantôt Ashley nous en dire un peu plus. Créer, soutenir des institutions ou affirmatives des personnes LGBT, mais aussi où les personnes LGBT qui ont survécu des thérapies de conversion sont comprises. Ce qu'on remarque, c'est souvent ces personnes-là ne se sentent pas qu'ils peuvent parler ouvertement de ces expériences-là dans les organismes LGBT. Aussi, essayer d'étaler une communication et peut-être que vous vous rendez compte que, moi, avant d'avoir lancé ce programme-là, je n'avais jamais rencontré une personne LGBT qui avait subi une thérapie de conversion et que c'est quelque chose tellement tabou qu'on n'en parle pas. Et ça, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de honte associée aux thérapies de conversion. Et depuis que je travaille sur ce sujet-là, j'ai des amis que je connais depuis des années qui m'ont dit qu'ils avaient subi une thérapie de conversion. Et donc, essayer d'amener ces histoires-là un peu plus sur la face publique pour éduquer sur l'impact des thérapies de conversion. Mais c'est quand même
c'est un peu dangereux. Puis ce qu'on se rend compte, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les groupes qui promouvoient les thérapies de conversion ou qui les pratiquent sont très, très, très organisés, particulièrement sur les médias sociaux. Et les personnes qui parlent publiquement de leur expérience ont souvent été harcelées de façon assez intense par des personnes qui pratiquaient les thérapies de conversion. Et même ont été menacés de poursuites judiciaires. Donc, il a essayé de trouver des processus où les gens peuvent partager leurs histoires de thérapie de conversion, c'est important, mais aussi de le faire de façon sécuritaire qui les protégerait justement des groupes qui pourraient les attaquer, soit juste sur les médias sociaux, ce qui peut être du harcèlement, mais aussi avec des poursuites judiciaires, si on l'a vu beaucoup. Et là, maintenant, je vais passer la parole à Elisabeth qui va parler vraiment du dernier point que je voulais amener, qui est plus vers soutenir les thérapies de conversion. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais je vais être disponible pour les questions après. Je vais laisser Elisabeth prendre le flambeau. Merci. OK, fait que je vais partager mon écran aussi. J'ai aussi un beau PowerPoint pour vous autres. Alors, normalement, ça devrait être bon. C'est correct? Vous le voyez bien? Je peux avoir un thumbs up? C'est bon? OK. Donc, bonjour tout le monde. Moi, comme Olivia a dit, je vais vous parler plus du point de vue des survivants sur comment est-ce qu'on se remet des thérapies de conversion. Donc, comment est-ce qu'une fois qu'on en a subi, comment est-ce qu'on en guérit, si vous voulez. Okay. Donc, comme Olivia a expliqué, on est vraiment une équipe pan-canadienne qui a décidé de faire une étude qualitative sur les thérapies de conversion. Donc, c'était au départ une étude qui devait être sur le bien-être et la santé des personnes qui avaient vécu ces thérapies-là. Mais pour le moment, en fait, ce que c'est devenu, c'est 3 projets majeurs, je dirais. Un sur vraiment une description des thérapies de conversion, une autre sur l'impact de ces thérapies de conversion sur les gens, et le 3e projet, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est sur le soutien qui est nécessaire pour les personnes qui ont vécu ces thérapies-là. Donc moi, ce que je me suis demandé, c'était vraiment comment est-ce que les personnes qui ont vécu une ou des thérapies de conversion, comment est-ce qu'elles se remettent de leur expérience? Donc, comment est-ce qu'on a fait ça, en fait? Ce gros projet-là, c'est qu'on a fait des entrevues semi-dirigées avec des gens. Au départ, c'était en personne, donc ça devait être soit à Montréal, à Vancouver ou à Toronto, parce que c'est là qu'on était. Mais avec la pandémie, ça nous a permis, en fait, on a dû le faire en ligne, mais ce que ça nous a fait, ça nous a permis de les faire un peu partout au Canada, en fait. Donc aussi dans les Maritimes, en Alberta. Vraiment, on a pu avoir un échantillon plus varié grâce à ça, on va dire. Et puis, pour participer à notre étude, en fait, il fallait avoir 19 ans ou plus et, bien sûr, il fallait avoir vécu des thérapies de conversion. Et pour le recrutement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment... on était beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, ces affaires du genre, mais aussi au travers d'organismes communautaires pour que les gens puissent savoir qu'on faisait une étude et qu'on recrutait des gens. Donc, nos participants qui s'étaient, en fait, on a eu 22 personnes pour finir, qui étaient âgées de 20 à 64 ans. Et comme j'ai dit, ces personnes-là venaient d'un peu partout au Canada. Donc, on en avait 4 du Québec sur 22, donc c'est vraiment pas mal. Et on avait 4 personnes aussi qui s'identifiaient comme étant transgenres, mais la majorité, c'est des personnes cis qui étaient hommes et qui s'identifiaient en tant que gays ou queer. Et donc là, je passe rapidement aux résultats parce qu'il y en a quand même... c'est des résultats préliminaires, c'est les premiers résultats de nos analyses, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de quand même partager tout ça avec vous aujourd'hui. Et puis, ce qu'on a demandé en fait aux participants, les résultats que je vous présente, c'est des réponses à la question « Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour vous remettre de vos expériences avec les thérapies de conversion? » Donc, quelque chose qui était assez fréquent et qui avait un gros impact sur les gens, c'était vraiment l'idée de reconstruire sa communauté. Donc, pour beaucoup de gens, qu'est-ce que ça voulait dire reconstruire sa communauté? Ça voulait dire trouver des personnes que j'ai appelées bienveillantes. Donc, des personnes qui les acceptaient comme ils étaient. Donc, que ça soit comme personnes gays, comme personnes queer, lesbiennes, trans, c'était des personnes qui affirmaient leur orientation ou leur genre. Pour d'autres personnes, ça ressemblait sinon à... C'était trouver des personnes queer qui étaient inspirantes, donc qui étaient des personnes qui étaient heureuses, qui allaient bien, qui étaient épanouies. Par exemple, on a un participant qui était musulman et gay, et pour lui, quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien, c'était de parler à
un autre homme qui était gay et musulman et qui, lui, était qui était fier de ça, qui était très ouvert, qui en parlait dans les médias et tout. Et cette relation, ça amenait beaucoup, beaucoup de confort à la personne, à notre participant, et ça lui permettait de parler librement de ce qu'il ressentait. Sinon, ça pouvait aussi ressembler, pour une autre participante, c'était le livre d'une femme queer qui avait fait son coming out et qui était maintenant super heureuse, qui vivait sa vie pleinement. Et ce livre-là, ça a beaucoup aidé notre participante à elle-même faire son coming out et après faire son cheminement pour justement sortir des thérapies de conversion et se remettre de tout ce qui entoure les thérapies de conversion, donc de tous les impacts. Et en fait, quoi d'autre? Il y avait aussi l'idée de trouver d'autres survivants. Donc, trouver des gens qui, eux aussi, avaient vécu des thérapies de conversion. Ça aidait beaucoup les participants à normaliser leur expérience, leur vécu. Et pour certains, par exemple, il y en a un, quand il a trouvé un groupe Facebook de survivants, et ce que ça lui a permis à lui, en fait, au final, d'écrire une lettre à un leader dans son église, puis lui dire, moi, c'est pour ça que je suis partie. Et il l'a fait grâce à l'aide, en fait, d'autres survivants qui l'ont encouragé. Donc, ça les aide à développer plus de résilience et justement à surmonter après les impacts des thérapies de conversion. Je vais vous donner un exemple. C'est une citation, en fait, de l'étude qui fait ressortir des points qui sont assez intéressants. Donc là, j'ai changé les noms, évidemment, mais on va l'appeler Adrien. C'est un homme gay et queer qui avait 29 ans et lui qui a expliqué quand j'ai quitté l'université chrétienne, je suis allée étudier dans un collège communautaire et c'était fantastique. Les gens pensaient qu'être gay, c'était cool. Ce que j'ai fait, c'est de m'entourer de gens qui affirmaient mon orientation et pas nécessairement seulement des amis. J'allais pas dans des situations où je me sentais pas valorisée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les thérapies de conversion, on te dit que qui tu es, c'est pas correct. Il faut que tu changes, il faut que tu minimises ton attirance sexuelle, il faut que tu minimises qui tu es. Donc là, pour les gens, de trouver justement un endroit où des gens qui célèbrent qui ils sont, ça fait tellement de bien comparé justement aux thérapies de conversion où là, on les rabaissait pour la même chose. Donc après, un autre aspect important, c'était vraiment de trouver des façons d'améliorer sa santé mentale et sa santé physique. Donc, il y avait, par exemple, avoir de l'aide de la part d'un professionnel de santé mentale, donc ça pouvait être un psychologue, un thérapeute, etc. Et pourquoi est-ce que ça aidait les gens, les participants? Ben, ils ont expliqué que ça les aidait parce que, premièrement, ils s'acceptaient plus, ça les aidait à s'accepter en tant que personne gay, queer, trans, etc. Et ça leur permettait aussi d'avoir plus d'empathie pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs proches, parce que des fois, par exemple, un participant, ça avait été très dur avec son père parce que son père l'avait rejeté au départ quand il avait fait son coming out. Fait que d'aller justement voir un thérapeute, ça l'avait aidé à développer plus d'empathie pour son père et à améliorer leur relation. Mais comme avant, de trouver d'autres survivants, de voir un thérapeute, ça les a aussi aidés à normaliser leur expérience. Donc, ça leur a fait beaucoup de bien de se faire dire ce que tu as vécu, c'est traumatisant. C'est normal que tu te sentes comment tu te sens. C'est normal de ne pas se sentir bien quand on sort des thérapies de conversion. C'est normal de se sentir confus et tout. Donc, il y avait cette idée de vraiment normaliser et de réguler après comment le participant se sentait. Et les thérapeutes, ça a aussi beaucoup aidé à déconstruire plein d'idées préconçues que les participants pouvaient avoir à cause des thérapies de conversion, comme par exemple sur l'homosexualité, sur la transidentité, etc. Donc, on leur a appris vraiment à s'aimer et à se faire confiance. En fait, on leur a offert ce qu'une réelle thérapie devrait faire, on les a aidés. Après, quelque chose d'autre pour améliorer sa santé mentale et physique, c'était de trouver des groupes LGBTQ+, comme là, j'ai mis l'exemple d'un participant qui parlait d'une chorale pour hommes gays, qui lui avait vraiment aidé à sortir des thérapies de conversion, l'avait aidé à se sentir justement plus heureux, mais parce que surtout que la communauté LGBTQ, c'est une communauté qui est décrite comme étant malsaine, où on ne peut pas être heureux pendant les thérapies de conversion. Donc là, pour le participant en particulier, lui, d'être dans une chorale pour hommes gays, d'être entouré de personnes gays, ça lui a fait beaucoup de bien, ça lui a permis vraiment de contrer toutes ces croyances qu'il avait pu avoir aussi. Donc, il a pu explorer non seulement son identité, mais justement de voir que la communauté LGBTQ, c'était une belle communauté finalement, c'était pas du tout ce dont on lui avait parlé. Donc après, là, je veux plus sur le plan d'avoir de l'aide d'un professionnel de la santé. On a une participante qui nous a expliqué que pour elle, je l'ai appelée Brooklyn, c'était une femme queer de 42 ans, puis elle nous a dit « J'ai beaucoup de gratitude d'avoir une docteure qui en connaît un peu sur les thérapies de conversion, qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a aidée à obtenir des prestations d'invalidité et tout ça. Mais je ne suis pas certaine que tous les docteurs soient tellement éduqués sur les thérapies de conversion, sur ce que c'est et comment ça impacte les gens. » Donc,
pour elle, en fait, c'était pas nécessairement d'un point de vue de santé mentale, mais c'était surtout d'un point de vue de santé physique, parce qu'elle, à cause des thérapies de conversion, elle ne pouvait plus travailler. Et donc, son docteur, qu'est-ce que ça a fait? Ça lui a permis d'avoir justement de l'aide sociale, mais pour d'autres gens, c'était pas nécessairement de l'aide sociale, ça pouvait être aussi d'avoir des références pour là, prendre soin de sa santé mentale, donc par exemple pour un psychologue, pour des vrais, on va dire, thérapies de groupe, etc. Donc, pour résumer, c'est vraiment primordial pour les participants. C'était primordial. Ils expliquaient d'avoir des milieux sécuritaires avec un médecin, un psychologue, une chorale pour hommes gays, par exemple. C'était primordial d'avoir ces lieux-là pour recevoir de l'aide et pour avoir les ressources, en fait, qui étaient nécessaires pour se remettre de leur expérience. Donc, c'était des lieux où ils pouvaient explorer leur identité, en apprendre plus sur la communauté LGBTQ+. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on faisait dans les thérapies de conversion, où est-ce qu'on les empêchait, on les décourageait justement d'explorer qui ils étaient et d'explorer la communauté LGBTQ+. Après, pour finir, parce qu'on doit passer assez rapidement à travers de tout ça, quelque chose d'autre qui a beaucoup aidé les participants, c'était moi j'ai appelé ça se réinventer. Donc, ça veut dire quoi se réinventer? Ben, ça dépend en fait du participant. Donc, pour certains, ce qui était important, c'était de se distancer de sa famille. Donc, c'était surtout vrai pour les participants pour qui la famille avait joué un gros rôle dans leur expérience des thérapies de conversion. Par exemple, qu'ils les avaient forcés d'y aller. Et donc, de quitter leur famille, ça leur permettait vraiment de quitter un environnement qui pouvait être toxique, où ils n'étaient pas acceptés. Donc, il y a un participant qui décrit que lui, de quitter sa famille, ça lui a permis de vivre sa vérité, to live his truth. Donc, vraiment, une fois qu'ils quittaient leur famille, ils prenaient plus confiance en eux et ils pouvaient, encore une fois, s'accepter comme ils étaient. Et puis, c'est à peu près similaire à ce qu'on voit aussi pour les personnes qui se sont distancées de leur religion ou de leur communauté religieuse. Ils pouvaient enfin prendre de la distance avec le milieu d'où provenaient vraiment beaucoup de leurs traumas, beaucoup de leurs souffrances. Donc, quand ils quittaient ces communautés où ils avaient été rejetés, où ils n'avaient pas été acceptés, là, ils pouvaient eux-mêmes s'accepter. Pour certains, il fallait se distancer, mais pour d'autres, ce qui était important, c'était de réconcilier vraiment sa foi et son orientation sexuelle. Donc, je vais vous montrer un exemple de ça. Là, c'est une citation d'un homme que j'ai appelé Georges, qui est un homme gay de 41 ans, et lui qui a expliqué, il dit « Ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient avec un certain équilibre, donc qui sont capables de vivre leur sexualité et leur foi, qui n'ont pas honte par rapport à leur sexualité. Donc, de voir des gens qui vivent ouvertement, qui ont des partenaires et qui s'identifient aussi en tant que chrétiens. » Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de nos participants qui, eux, les thérapies de conversion, ils ont vécu dans des milieux religieux. Donc, pour eux, c'était important soit de se distancer, mais justement, on leur a toujours dit dans les termes de conversion que tu ne pouvais pas être gay et chrétien ou gay et musulman, que les deux, ça ne marche pas ensemble, que si tu es gay, tu vas en enfer. Donc là, de réussir, eux, à justement rendre quelque chose qu'on leur avait dit qui était incompatible, de réussir à le réconcilier, ça leur amène beaucoup de paix et ça leur permet vraiment de pouvoir vivre pleinement ces deux identités-là en même temps. De manière plus générale, en fait, se réinventer, en fait, c'est une manière pour les participants de reprendre le contrôle de leur vie, que ce soit justement en prenant la distance avec la famille, avec la religion, ou de réconcilier les deux. Ils prennent leur contrôle, puis après, ils sont capables justement de mieux surmonter leurs blessures et leur trauma qui est associé avec leur expérience. Et encore une fois, tout ça, au final, qu'est-ce que ça leur permet de faire? C'est de s'accepter en tant que personne LGBTQ+. Donc, maintenant, alors, on fait quoi avec tout ça? C'est une bonne question. C'est sûr que là, je vous présente des analyses qui sont préliminaires, c'est un début, mais à partir de ça, on peut voir au moins, je propose en fait 3 grandes pistes d'intervention, si on veut. Donc, la première, ça serait de créer des plateformes où est-ce qu'on présente les ressources qui sont disponibles pour les survivants. Parce qu'on entendait beaucoup des participants qu'au départ, quand ils sont sortis, ils ne savaient pas où aller, vers où est-ce qu'on se tourne. Il y en a souvent qui pensent même que c'est les seuls à avoir vécu ça. Il y a beaucoup de honte, beaucoup de stigmatisation par rapport à ça. Donc, justement, d'avoir des lieux où on leur dit, ben, si tu vas là, tu vas avoir de l'aide. Si tu vas là, cette personne-là, elle peut t'aider. Ça pourrait vraiment faciliter les choses pour les gens qui en sortent. Après, il faut aussi, encore que ces ressources-là, il faut que les organismes, les médecins, les docteurs, les psychologues, les thérapeutes soient sensibilisés à cette cause-là, justement, des thérapies de conversion, aux impacts que ça a, surtout sur la santé mentale, sur la santé physique et tout. Puis ça va leur permettre à ces organismes et à ces personnes de mieux, justement, répondre aux besoins et de mieux supporter ces personnes-là. Après, il faut aussi, ça c'est un gros point, c'est sûr, c'est un peu compliqué, là, mais de rendre plus accessibles les soins psychologiques, ça serait super important. C'est sûr que c'est compliqué, même pour une personne qui n'a pas vécu des thérapies de conversion, mais on voit que par exemple, ça peut être possible
il y a une loi allemande qui est passée en mai dernier qui a banni les thérapies de conversion chez les mineurs. Et cette loi-là, elle prévoyait aussi une clause dans laquelle elle disait tous les survivants des thérapies de conversion et leurs proches, on leur donne accès gratuitement à une aide psychologique. Donc, eux, c'était en ligne et par téléphone. Ils pouvaient appeler gratuitement n'importe quand et justement avoir une aide psychologique. Donc, on entend beaucoup parler de criminaliser, de bannir ces pratiques et c'est important. Et Florence va vous en dire plus là-dessus, mais c'est super bien que ça se fasse. Mais il ne faut pas se voiler la face de l'impact que ça va avoir. Ce n'est pas parce que quelque chose est illégal que ça va s'arrêter. Fait qu'on va quand même avoir des pratiques probablement de conversion de thérapie qui vont quand même arriver. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, les bannir, c'est une partie du combat. Il va falloir être là pour offrir un soutien aux victimes qui en sortent, qui sont déjà sorties de ça, mais aussi aux victimes du futur, en fait. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Mais là, j'ai mis l'adresse d'Olivier et mon adresse email si vous voulez nous parler, avoir plus d'infos et tout. Et aussi, on voulait juste remercier quelques personnes qui ont vraiment rendu ces projets-là comme beaucoup plus intéressants, qui les ont rendus possibles, en fait. Donc, c'est ça. Fait que merci beaucoup. J'ai mis aussi des références, là, mais je laisse la parole à Ashley maintenant. Merci beaucoup, Olivier et Elisabeth. Alors, juste pour vous dire, en fait, je suggère qu'on garde les questions, en fait, pour la fin. Donc, pour laisser tout de suite la parole à Florence, effectivement. Merci. À toi, Florence. Oui, donc, allô. Moi, je n'ai pas de PowerPoint parce que mon ego est trop gros et je veux que tout le monde me regarde. Fait que ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est un peu contraire à la lancée actuelle en politique, qui est vers l'idée de prohiber les thérapies de conversion, ce qui est bien, mais plus particulièrement la tentative de criminaliser celle-ci. Puis, ce que je veux suggérer, c'est que peut-être que criminaliser les thérapies de conversion, ce n'est pas la meilleure des options et qu'il y a d'autres choses à faire, notamment au niveau fédéral, pour essayer de prévenir les thérapies de conversion et dans le fond, éviter que ça se passe et aussi pour protéger mieux les personnes qui en vivent. Premier point que je pense qu'il est important de souligner, c'est que le système carcéral a longtemps a eu un rapport très négatif envers les personnes queer et trans. Jusqu'en 1969, la sexualité en personnes de même sexe était criminalisée. Dans les années 80, il y a eu les raids dans les bathhouses de Toronto. En 1990, on se rappelle des raids de Sex Garage à Montréal. Et encore aujourd'hui, c'est un problème qu'on voit encore. Il y a une criminalisation du travail du sexe qui vise beaucoup les personnes trans féminines particulièrement, mais aussi les hommes gays. Et surtout des minorités raciales. Et il y a encore aussi beaucoup de criminalisation de l'usage, la possession de drogue dans les populations LGBT. Et c'est des enjeux qui se retrouvent d'autant plus dans les communautés LGBT à cause de justement les expériences du cissexisme et de l'hétérosexisme. Ça revient au fait que les gens ont plus de problèmes avec les drogues et tout ça. Puis on parle justement, Olivier parlait de comment que les personnes qui ont vécu des thérapies de conversion ont souvent des problèmes de toxicomanie et tout ça. On voit encore aussi au Canada la criminalisation du VIH à travers la criminalisation de la non-divulgation du statut séropositif au Canada, même lorsqu'il n'y a aucun risque de transmission. Et il y a eu certains changements qui sont faits récemment au niveau de politique procédurale au niveau fédéral, mais ça demeure des politiques soft. Il n'y a pas d'obligation légale liée à ça et ce n'est pas nécessairement suivi dans toutes les provinces. Donc, on voit encore un spectre carcéral sur toutes les populations LGBT. Et aussi, on a vu dans les dernières années beaucoup d'opposition à tout ce qui est prison et police.
On a vu aux États-Unis des grandes émeutes contre les approches, contre la police, mais aussi contre l'idée d'utiliser le système carcéral pour résoudre des problèmes sociaux. Et l'idée derrière ça, c'est que peu importe le contexte, toute discrétion et tout pouvoir qui est placé dans les mains de l'État sur le plan carcéral va avoir un impact négatif disproportionné sur les populations marginalisées et plus particulièrement les communautés racisées et LGBTQ+. Donc, de là, on passe à la loi C6 qui, à mon avis, pose plusieurs problèmes au niveau de la capacité à répondre aux besoins des communautés LGBTQ+. Et une des affaires qu'il faut penser quand on parle d'une loi criminelle, c'est que la loi criminelle est différente d'une loi civile. Ce n'est pas juste la même loi, mais avec différentes sanctions. C'est tout un système qui est lui-même différent. Le pouvoir est mis dans les mains de la police et de la couronne qui contrôle la procédure. Et lors de la procédure, ce n'est pas les mêmes standards de preuve, ce n'est pas les mêmes procédures, ce n'est pas les mêmes enjeux au niveau des témoignages. Et ensuite, la peine est différente. Donc, il faut sortir de cette pensée que le système carcéral, c'est juste la même chose que le système civil, mais avec des sanctions criminelles. Ce n'est pas le cas. C'est tout un système, c'est le système entier qui est complètement pensé de façon différente et qui est axé vers la punition, vers on pourrait même dire la vengeance, alors que le système civil va être plus souvent axé vers la protection du public, si on parle des infractions en déontologie, ou de la compensation, si on parle de la négligence médicale ou juste négligence individuelle. Donc, c'est quoi les différences et c'est quoi l'impact de ces différences-là sur la capacité de la loi à répondre aux besoins des populations qui ont vécu des thérapies de conversion? Et ce qu'on voit quand on s'y attarde, c'est que les lois criminelles sont mal adaptées aux besoins des survivants et a donc un risque très réel d'empirer la situation pour les personnes ayant vécu des thérapies de conversion. Donc, premier point, c'est le standard de preuve est différent. Donc, le standard de preuve au niveau civil, c'est la prépondérance des probabilités. Donc, c'est 50% plus 1 de chance qu'il y a eu une thérapie de conversion. Ce standard-là est très différent en criminel. Le standard criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. C'est beaucoup plus difficile, surtout qu'il y a un aspect d'intention dans les thérapies de conversion. Les thérapies de conversion, ce n'est pas juste faire certains actes, mais c'est avoir un but particulier en faisant ces actes-là. Or, prouver l'intention peut être très difficile. Bien que ça ne requiert pas être nécessairement dans la tête de la personne, c'est quand même un peu une tentative de lire les pensées de la personne, même si celle-ci peut être externalisée. Donc, il y a quand même besoin de preuves qui peuvent être difficiles à obtenir, surtout dans le contexte où les gens vont rarement écrire « Ah oui, je voulais faire une thérapie de conversion sur telle ou telle personne ». Donc, le standard de preuve fait que ça peut être très difficile, mais en plus, puis c'est très important à ce niveau-là, au niveau criminel, il n'y a aucune obligation de témoigner quand on est dans la défense. Donc, les personnes qui font des thérapies de conversion peuvent absolument refuser de témoigner au procès et on ne peut pas tirer d'inférences négatives à ce niveau-là et tout ça. C'est une protection constitutionnelle qui se retrouve dans la charte, donc qui ne peut pas facilement être évitée. Or, si tu n'es pas obligé de témoigner, et qu'en plus, il faut prouver hors de tout doute raisonnable un aspect intention, ça devient excessivement difficile de réussir de prouver qu'il y a eu thérapie de conversion, moyennement que la personne est un peu
connaît un peu ce qui se passe, puis essaie moyennement, va essayer de comme, contourner l'application de la loi. Donc, ça devient très, très difficile d'utiliser la loi pour protéger les gens, et les personnes qui ont le plus de chances de se faire, de tomber sous l'application de la loi, ça risque d'être les familles des personnes, et souvent les familles les moins éduquées, les familles racisées, les familles qui sont très pauvres, et ça risque d'être les personnes qui vont être les plus faciles à criminaliser à travers cette loi-là, alors que les personnes qui offrent de façon très organisée des services de thérapie de conversion vont pouvoir éviter l'application de la loi à cause de justement leur connaissance, leur donne les outils nécessaires pour contourner l'application. Donc déjà, c'est un problème en soi qui va avoir une application qu'on peut prévoir, qui va être très disproportionnée de la loi. Ensuite, et c'est là qu'on passe de l'inefficace au dangereux, c'est que la procédure criminelle enlève le pouvoir de la main des survivants, c'est-à-dire qu'il y a notamment la couronne et aussi la police qui ont le pouvoir sur les enquêtes, mais ensuite le pouvoir sur imposer une poursuite, et il n'y a rien qui oblige la couronne de respecter les désirs des personnes qui ont été victimes de thérapie de conversion. Donc, ça, c'est déjà un problème. Et en plus, si, mettons, la personne désire au début faire une plainte au criminel, mais ensuite, ça devient trop difficile émotionnellement de continuer le processus, il n'y a encore là rien qui garantit que la couronne va se désister du processus. Donc, on enlève le contrôle de la main des personnes qui ont vécu des thérapies de conversion, et dans la mesure où ces expériences-là peuvent être vécues vraiment comme un abus de personnes en autorité, ça peut vraiment venir retraumatiser la personne, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la criminalisation des violences sexuelles. Ensuite, autre enjeu, c'est que ils peuvent avoir obligation de témoigner non pour la personne qui est à la défense, mais pour les autres personnes autour qui ne sont pas, elles, poursuites au criminel. Et dans bien des cas, les personnes, on peut s'attendre qui vont être appelées, vont inclure d'autres personnes qui ont vécu des thérapies de conversion avec les mêmes professionnels. Donc, il va y avoir une possibilité pour la couronne d'obliger d'autres survivants de venir témoigner, quitte à avoir une expérience très retraumatisante. Et il y a cette obligation-là, puis là, on vient vraiment comme obliger des gens à participer à un système qui n'est pas nécessairement adapté à elles, peut vraiment les retraumatiser. Et en plus, souvent, au niveau de qui est visé, je pense qu'il est aussi important de noter que dans bien des cas, des personnes qui pratiquent des thérapies de conversion, surtout dans le contexte plus religieux, il y a souvent des personnes qui ont elles-mêmes vécu des thérapies de conversion qui ensuite deviennent en position d'autorité puis commencent à les offrir. Et donc, la ligne peut devenir très compliquée entre des personnes qui offrent des thérapies de conversion et les personnes qui en ont été victimes, surtout, par exemple, au niveau de advertising qui peut être fait justement par les personnes qui ont précédemment vécu des thérapies de conversion avec la même personne. Donc, il y a comme un spectre de criminalisation qui sort du contrôle des personnes qui ont vécu des thérapies de conversion et qui va potentiellement viser les mauvaises personnes parce que justement, le degré de responsabilité morale n'est pas toujours clair parce que c'est vraiment, c'est pas, il y a un spectre entre personne qui est victime et éventuellement personne qui offre des thérapies de conversion dans certains cas. Parce que, comme on a vu, puis certaines personnes en parlent beaucoup, il y a beaucoup de groupes de thérapie de conversion dont la personne à la tête est elle-même quelqu'un qui dit avoir été un exemple de l'efficacité de ces techniques-là.
et qui utilisent cette excuse-là pour offrir des thérapies de conversion. Donc, enlever le pouvoir des mains des personnes qui ont été victimées, qui sont faites victimiser, c'est vraiment un problème parce que c'est ces personnes-là qui sont les mieux placées pour faire cette distinction-là entre personnes qui ont été comme impliquées dans une organisation qui offre des thérapies de conversion, puis les personnes qui pratiquent les thérapies de conversion et qui blessent beaucoup les gens. Donc, tout cet enjeu-là. Encore sur le même niveau qui est le manque de pouvoir dans les mains des personnes qui ont vécu des thérapies de conversion. Il y a peu de contrôle sur les plaidoyers de culpabilité et aussi sur la sentence qui est recommandée. C'est encore là quelque chose qui est décidé par la couronne et qui pourrait ne pas répondre aux désirs et aux besoins des personnes ayant vécu des thérapies de conversion. Et donc, ça pourrait même aller au point où il va y avoir un plaidoyer de culpabilité à telle ou telle infraction plus mineure ou quelque chose dans ce genre-là pour faciliter dans le fond, c'est souvent ce qui arrive en criminel. Ça se rend rarement à une décision finale. Souvent, c'est qu'il va y avoir un plaidoyer qui va être fait. Et le manque de contrôle des personnes ayant vécu des thérapies de conversion sur ces décisions-là est une autre façon que le système ne répond pas aux besoins et qui peut même être traumatisant parce que si tu vois une personne qui est comme semi-excusée avec un plaidoyer qui est considéré comme trop, qui n'est pas assez important au niveau de la sentence, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur les personnes qui ont vécu des thérapies de conversion. Et aussi, et ça c'est un autre enjeu important qui est moins lié au pouvoir et de qui est en autorité, mais il n'y a pas de compensation directement avec l'implication dans le système carcéral. Oui, il y a des systèmes de compensation pour les personnes ayant vécu des actes criminels, mais ce n'est pas la même chose que le système de droit civil où la poursuite mène directement à compensation et la compensation va être proportionnelle au préjudice qui a été fait. Donc, ça peut être un problème parce que les compensations pour victimes d'actes criminels généralement relativement basses, alors que pour beaucoup de personnes qui ont vécu des thérapies de conversion, les dommages émotionnels, les dommages psychologiques qui mènent à un besoin d'avoir des services thérapeutiques et tout ça, et aussi la perte de salaire à cause de l'incapacité de maintenir un emploi. C'est tous des problèmes qui ont besoin d'être compensés et le système criminel est mal adapté à ça. Donc, en zoomant out un peu, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un réel risque que la loi ne fasse que retraumatiser les personnes ayant vécu des thérapies de conversion en leur enlevant le contrôle sur la procédure et par ce fait même en étant incapable de faire des distinctions entre qui que les survivants veulent voir punir et les personnes que ces personnes-là ne veulent pas voir punir. Parce que, bon, veut pas, le droit criminel englobe beaucoup et tu as plein de personnes qui vont tomber dans la catégorie de thérapie de conversion que les personnes trans, les personnes LGBT ne risquent de ne pas vouloir voir criminaliser. Donc, je parle notamment de la famille et d'autres personnes qui ont été impliquées dans des groupes de thérapie de conversion, mais qui ont elles-mêmes vécu des thérapies de conversion. La couronne est très mal placée pour faire ces distinctions-là. Les personnes qui ont vécu des thérapies de conversion le sont. Et c'est un pouvoir qu'elles maintiennent dans le système civil parce que c'est toi qui décides si tu poursuis tes parents. T'sais, si tes parents ont fait des thérapies, ont participé à ces thérapies de conversion-là, demeure que c'est
à toi de décider en tant que personne qui a été victime de thérapie de conversion si tu veux poursuivre tes parents, si tu considères que c'est suffisamment leur faute sur le plan moral et émotionnel pour les poursuivre. Et même chose pour les personnes qui ont elles-mêmes vécu des thérapies de conversion, mais qui viennent à participer au système de thérapie de conversion. Donc, la loi est vraiment mal faite pour faire cette distinction-là, ce qui crée un risque important parce que, en fait, le problème, c'est qu'au mieux, la loi va être inutile parce qu'elle va être tellement difficile à appliquer au niveau du standard de preuve qu'il n'y a personne qui va être inculpé. Et au pire, elle va être utilisée pour criminaliser les personnes qui sont des low-hanging fruit, qui sont des personnes faciles à criminaliser, mais qui ne sont pas les personnes qui sont les plus à blâmer des thérapies de conversion. Et ça va mener à des effets néfastes, non seulement pour les personnes ayant vécu des thérapies de conversion, mais potentiellement pour être utilisé de façon massive, qui va galvaniser les mouvements anti-LGBT et particulièrement les mouvements anti-trans. Donc, il y a vraiment un danger, je crois, autant sur l'inefficacité de la loi criminelle que sur la retraumatisation des personnes ayant vécu des thérapies de conversion qui n'existent pas autant au niveau du droit civil et aussi sur le plan politique, un danger politique du fait que la loi, comme toute loi criminelle, risque très fortement de se faire appliquer de façon disproportionnelle aux populations qui sont plus pauvres, plus marginalisées, plus vulnérables. Et bien qu'on comprend que ça ne veut pas, que le fait d'être pauvre et le fait d'être vulnérable, le fait d'être marginalisé n'est pas une excuse pour n'est pas une excuse au fait d'avoir commis des thérapies de conversion. C'est pas toujours, ça risque d'être des personnes que les personnes ayant vécu des thérapies de conversion ne veulent même pas voir criminaliser. Donc, il y a quand même un risque important à ce niveau-là. Et je crois que dans l'ensemble, ce qu'on voit, c'est un peu une approche qui est peut-être un peu facile, parce que c'est vraiment tentant d'aller vers la criminalisation. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir fédéral qui va s'appliquer à l'ensemble du Canada et aussi auquel on est vraiment habitué. On est dans une société où à chaque fois qu'il y a un problème, on essaie de prohiber et généralement, quand c'est quelque chose qu'on considère à prohiber pour des raisons morales, l'approche qui est vraiment primée, c'est l'approche carcérale. Mais moi, je me rappelle tout le temps de ce que dit Ta-Nehisi Coates, qui est le marteau de la justice criminelle est l'outil favori d'une société qui est à court d'idées. Et à mon avis, on n'est pas à court d'idées, ils nous ont juste pas demandé nos idées. Et c'est un problème qui est revenu souvent au niveau fédéral, des personnes je travaille de très proche avec certaines personnes qui ont vécu des thérapies de conversion. Et la personne avec qui je travaille le plus proche, c'est Erica Muse. Et on a longtemps parlé de justement comment est-ce qu'on peut adapter des lois pour vraiment répondre aux besoins des personnes ayant vécu des thérapies de conversion. Et il y a eu beaucoup d'idées. Des idées qui sont honnêtement bien meilleures que la loi actuelle au fédéral, mais il n'y a pas vraiment eu de consultation en détaillé. Ça a été souvent des consultations très superficielles, ce qui est dommage parce que ça donne juste un paysage très partiel des possibilités législatives. Et ce que je veux, pour essayer de pousser cette conversation de l'avant-là, je veux essayer de parler de ça serait quoi. Ça pourrait avoir l'air de quoi une approche très systématique aux thérapies de conversion. Puis je pense que dès le début, ce qui doit être centré, c'est deux choses. Essayer de décourager plutôt qu'essayer de punir après le fait. Parce que, à mon avis, une fois que la thérapie de conversion s'est passée, il y a déjà eu un échec social et politique. Et deuxième point, centrer les besoins de guérison
des personnes ayant vécu des thérapies de conversion, puis Elisabeth en a justement parlé de ces besoins-là. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que, sur le plan législatif, on peut vraiment supporter ces mesures-là, parce que, je veux dire, oui, bon, la législature ne peut pas tout faire, mais je pense qu'il y a quand même certaines choses qu'on peut faire pour aider ces initiatives-là. Le premier point, c'est qu'il y a besoin vraiment d'une approche qui est coordonnée entre le fédéral, le provincial et le municipal. Ça pourrait avoir l'air d'une table de concertation, ça pourrait avoir l'air d'une commission, il y a plusieurs formes que ça peut prendre, mais l'idée, c'est de vraiment coordonner ça sur le plan gouvernemental, parce qu'il y a eu des tentatives d'offrir des approches vraiment à plusieurs niveaux par des académiques, par des activistes, par des groupes communautaires, mais ces groupes-là et ces personnes-là n'ont pas le même pouvoir et influence qu'ont les gouvernements. Donc, on a vraiment besoin d'avoir les gouvernements qui supportent ces initiatives-là de façon très claire. Première chose qui est vraiment nécessaire, à mon avis, c'est des lois qui sont très, très détaillées au niveau provincial et municipal. Le problème qu'on voit, c'est que, puis on en parlait un peu avant le début de la conférence de façon informelle, c'est que les lois actuelles sont très, très simples, c'est quelques phrases et c'est tout. Et souvent, il y a des exceptions comme l'accompagnement pour l'exploration de l'identité de genre, puis blablabla, puis ça, c'est correct. Mais ces exceptions-là, même si on les comprend d'un œil plus affirmatif, deviennent des loopholes qui sont utilisés par les personnes qui font des pratiques de conversion, des thérapies de conversion, pour dire « Ah non, ça ne s'applique pas à moi ». On a vu ça en Ontario, ils ont passé une loi en 2015, puis ça a eu une influence quand même considérable parce qu'il y a une clinique qui faisait des thérapies de conversion qui a été fermée, mais les personnes qui y pratiquaient ont continué d'affirmer qu'elles ne pratiquaient pas des thérapies de conversion, et ont continué leur pratique dans le privé parce qu'ils pouvaient continuer à dire blablabla, c'est pas des thérapies de conversion. Puis, je veux dire, c'est des personnes qui ont été témoignées au fédéral en disant non, non, on ne fait pas des thérapies de conversion, tout ça. Puis, c'est une mauvaise loi de prohiber les thérapies de conversion. Puis, bon, la grosse question, c'est si vous ne faites pas des thérapies de conversion, pourquoi ça vous dérange? Mais tout ça pour dire que c'est trop facile de dire « Ah, la loi ne s'applique pas à moi », puis après ça, être capable de continuer ses activités professionnelles et tout ça. Parce qu'il faut vraiment des lois qui sont très, très claires, puis il y a vraiment un aspect psychologique à ça par rapport à la malléabilité de l'identité morale. Il faut vraiment fermer cette malléabilité-là parce que s'il y a une façon d'interpréter un texte qui préserve l'intégrité morale et l'autoperception morale de la personne, cette interprétation-là va être utilisée, même si c'est une interprétation très détournée et qui est vraiment implausible. Donc, il faut avoir des lois très, très, très détaillées pour que non seulement les personnes puissent vraiment voir clairement, OK, clairement, ces pratiques-là rentrent dans la définition, non seulement pour la personne elle-même, mais aussi pour les autres professionnels autour, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ce qu'il y a besoin, c'est de la responsabilisation entre professionnels. Or, souvent, tu te fais, mettons qu'il y a une personne qui pratique des thérapies de conversion, mais les personnes ont peur de les confronter parce qu'ils n'ont pas nécessairement le même degré d'expertise dans la question et ont peur un peu d'accuser les personnes de faire des thérapies de conversion alors qu'ils ne sont pas 100% puis ont l'impression de moins s'y connaître que la personne qui a des thérapies de conversion. En ayant quelque chose de très, très, très détaillé, très clair, ça enlève cette incertitude-là et ça permet justement une responsabilisation entre professionnels. Donc, de l'autoresponsabilisation et la responsabilisation entre professionnels, un impact vraiment important au niveau de vraiment prévenir les thérapies de conversion avant qu'elles se passent. Donc, c'est le premier point à ce niveau-là. Ensuite, et ça, c'est quelque chose qui peut se faire au niveau fédéral, avoir des fonds de poursuite. Donc, avoir un fonds de poursuite pour les personnes qui veulent poursuivre des personnes ayant commis des thérapies de conversion
Ça peut être aussi créé avec un office qui va faire des enquêtes à ce niveau-là, puis qui va offrir du support juridique aux personnes ayant vécu des thérapies de conversion. Ça peut se faire au niveau fédéral. C'est sûr que potentiellement, c'est mieux fait au provincial. Et au provincial, il y a aussi la possibilité d'améliorer encore plus en faisant que les poursuites contre les personnes qui offrent des thérapies de conversion soient couvertes par l'aide juridique. C'est une suggestion qui a été faite au ministre de la Justice qui a refusé de faire ça au Québec, ce qui est assez dommage parce que je pense que ça a été quelque chose qui est vraiment important d'avoir du support juridique, d'aide juridique, surtout considérant le niveau de pauvreté dans les populations LGBTQ+, et qui est vraiment particulièrement grave dans les populations trans. Ensuite, et ça c'est tant fédéral que provincial, parce que les entreprises peuvent être incorporées tant au fédéral qu'au provincial, et les lois sur l'impôt sont au fédéral et au provincial, avoir des façons de faire la dissolution d'entreprises qui offrent des thérapies de conversion et avoir une possibilité de retirer le statut caritatif d'organismes qui facilitent les thérapies de conversion. Et là, c'est vraiment quelque chose à deux niveaux. Quand tu as des organismes comme, puis on a vu aux États-Unis, des organismes comme Jonah qui sont vraiment dans la business d'offrir des thérapies de conversion, il y a la possibilité de les dissoudre. Puis ça a été fait aux États-Unis à travers les lois de protection du consommateur. Mais avoir des équivalents plus généraux puis moins axés sur la protection du consommateur dans les lois, ça serait vraiment une façon efficace de prévenir les thérapies de conversion parce que sans statut d'entreprise, ça devient plus difficile d'offrir des thérapies de conversion de façon qui est financièrement possible. Ensuite, retrait du statut caritatif s'applique plus aux organismes qui sont adjacents des organismes offrant des thérapies de conversion, donc des organismes qui n'offrent pas directement des thérapies de conversion, mais qui font le lien et le pont avec des personnes et des organismes qui offrent des thérapies de conversion. Et ça risque d'être plus des organisations religieuses comme évangéliques aux États-Unis, des choses comme ça. Et l'idée ici, c'est qu'en retirant le statut caritatif, ça donne vraiment... ça fait des pressions sur les organismes religieux de vraiment se distancier des thérapies de conversion parce que c'est souvent pas suffisamment fait. Ensuite, il y a un besoin de financement de la santé mentale et des organismes communautaires. Ça c'est encore là, quelque chose qui se passe au niveau gouvernemental. Et comme Elisabeth en parlait, justement, c'est important d'avoir des soins en santé mentale, mais aussi des soins de support par pair et des façons d'avoir de l'entraide et du support et juste un sentiment d'appartenance dans des groupes non seulement LGBTQ+, mais des groupes vraiment formés par des personnes ayant vécu des thérapies de conversion. C'est vraiment important d'avoir ce sentiment-là de comme quelqu'un qui te comprend, puis qui comprend ce que tu as vécu, puis fait qu'à ce niveau-là, il y a une approche législative qui peut être, ou du moins, soit législative ou exécutive, selon comment le gouvernement décide de l'approcher, qui vraiment supporterait dans le fond, les approches qu'Elisabeth a suggérées. Ensuite, la question du mandat des organisations professionnelles. Les organisations professionnelles sont données leur mandat par le gouvernement et ce mandat-là pourrait inclure décourager les thérapies de conversion, créer des documents et des ressources claires pour les personnes qui veulent en savoir plus sur les thérapies de conversion, tant sur le plan professionnel que dans le public, et aussi avoir des services, dans le fond, et aussi obliger l'éducation professionnelle sur la santé LGBTQ+, et plus particulièrement sur les thérapies de conversion, si on veut pratiquer dans une profession clinique. Donc, ça pourrait être intégré dans l'éducation qui est nécessaire à l'obtention de permis de pratique, donc quelque chose qui est très important. Et dernier point qui je pense qui est absolument crucial, c'est d'intégrer cette réalité
des thérapies de conversion dans le système de protection de la jeunesse. Donc, que les gens qui pratiquent des interventions dans le système de protection de la jeunesse aient de l'éducation sur les thérapies de conversion et la santé LGBTQ+, pour pouvoir identifier les cas où ça se passe et aussi pouvoir supporter les familles et les jeunes qui ont vécu des thérapies de conversion. Puis une chose qu'on voit beaucoup, c'est des familles qui ne savaient pas trop que c'était des thérapies de conversion, surtout en santé trans. Il y a souvent une certaine distance entre les pratiques, entre la connaissance des pratiques affirmatives puis les thérapies de conversion qui font que plusieurs personnes se font soumettre à des thérapies de conversion sans que les parents comprennent que c'est des thérapies de conversion puis que ça soit dommageable pour les jeunes. Donc, souvent, ils se font vraiment comme trompés par les professionnels qui ont beaucoup de diplômes, tout ça. Puis c'est lié au fait que c'est beaucoup fait par des professionnels qui ont des licences professionnelles, qui ont le droit de pratiquer et qui ont même parfois, je veux dire, des CV longs comme des CV de 50 pages, là, puis ils ont l'air vraiment impressionnants, mais font des thérapies de conversion, puis ça, je veux dire, avoir un beau CV, ça ne rend pas ça moins dommageable, mais les parents ne savent pas quoi s'attendre, tout ça, acceptent. Après ça, éventuellement, comprennent que ce n'était pas correct, comprennent que l'enfant a été vraiment des gros dommages psychologiques qui ont été causés par ça. Puis les parents sentent beaucoup de honte, ne savent pas comment supporter l'enfant à travers ça. Et c'est important, ça serait vraiment important pour le système de protection de la jeunesse qui soit équipés pour soutenir ces familles-là qui sont dans ces situations-là parce que, je veux dire, c'est un problème qui revient puis qui peut être vraiment dommageable parce que ça détruit les liens familiaux, même dans une famille qui est vraiment prête à accepter l'enfant pour qui il est, mais qui n'ont pas les outils pour supporter l'enfant après les thérapies de conversion. Fait qu'avoir les ressources pour ça, des ressources pour les aider, et aussi les ressources pour reconnaître quand ça se passe et quand il y a un besoin de sortir l'enfant de la famille parce que la famille est vraiment a des conduites abusives et force l'enfant à aller faire des thérapies de conversion en connaissance de cause et tout ça. Donc, avoir un système qui est vraiment adapté à cette réalité-là, ça serait vraiment crucial. Puis c'est encore là quelque chose qui relève de la loi, qui relève des lois sur la protection de la jeunesse et tout ça. Et tout ce et le lien entre toutes ces alternatives-là, c'est que c'est un mélange de lois fédérales, provinciales et municipales, un mélange de choses qui sont des lois, des actions exécutives et certaines pressions sur des organismes extra-communautaires, extra-légaux, extra-étatiques. C'est tough les mots. En tout cas, et ensemble, toutes ces alternatives-là, il n'y a aucune qui en soi prévient les thérapies de conversion ou fait la guérison des personnes ayant vécu des thérapies de conversion, mais ensemble font qu'il y a vraiment devrait y avoir une amélioration assez importante sur le bien-être des personnes ayant vécu des thérapies de conversion et va pouvoir prévenir efficacement quand même beaucoup plus de thérapies de conversion que les lois actuelles qui sont vraiment axées sur on dit non puis c'est tout, sans trop penser c'est quoi, comment qu'on peut mieux prévenir les thérapies de conversion. Puis je pense qu'en général, ça rejoint une philosophie de mon approche au droit qui est moins axée sur la violence, sur la vengeance et sur les remèdes purement légaux et plus axée sur vraiment répondre aux besoins des populations touchées et prévenir de façon efficace les actes dommageables. C'est plus important pour moi ça que de dire que techniquement c'est illégal, mais ça continue à se passer parce que la loi est mal adaptée.
Donc, c'est tout ce que j'avais à dire.